l'année, tous les jours, à John Goss, dans le sud-ouest de la France, avec des dizaines de déficients mentaux, tout diagnostic confondu. Il a travaillé avec le docteur Gabaye, qui était un psychiatre. Et vraiment, on ne peut pas rêver mieux que M. Gabaye. Et donc, Michel Bouir, on ne peut pas rêver mieux. Bon, ben, donc je suis de formation médecin généraliste et gériatre. Donc j'ai une entrée dans ces problèmes-là un petit peu particulières. On va parler du vieillissement des handicapés dans un premier temps, quelques données, puis je prendrai des exemples cliniques pour évoquer après la stabilité des prises en charge dans le temps. Je voulais simplement évoquer le fait que j'étais très ému ce matin en vous écoutant Madame Rétoré parler de la tendresse ferme. Effectivement, je crois que c'est un mot très très important dans ces prises en charge, je dirais au sens de la réciprocité. J'ai été très heureux pendant quelques années de bénéficier de votre tendresse ferme. Et en tant que soignant... Sa fermeté tendre. Pardon? Sa fermeté tendre. C'est parce que j'ai dit faire le tendresse ferme. Enfin bref. Je crois que c'est très important quand on est accompagnant. Qu'on soit accompagnant soignant ou qu'on soit accompagnant familial, je pense que là, il y a énormément de points communs par rapport à ça, et c'est peut-être un peu là-dessus que je vais centrer mon propos. Alors d'abord, des données sur le vieillissement et sur l'espérance de vie. Durant le XXe siècle, ça fait un peu pompeux, mais il y a eu une incroyable évolution de l'espérance de vie, puisque, alors que la population normale gagnait 12 années et demie à peu près de longévité supplémentaire, eh bien, les handicapés, eux, ont récupéré 52 ans. C'est-à-dire qu'ils ont atteint la longévité de la population normale. Et ça, c'était pas prévu. Et ça va avoir plein de conséquences dans notre propos, dans les institutions. Une de ces conséquences-là, c'est, je vous la vole, Madame Rétoré, vous dites souvent qu'avec les trisomiques, on a affaire à la première génération de trisomiques orphelins. C'est-à-dire que si on pouvait se permettre de dire au début du XXe siècle, il mourra vers 7-8 ans, maintenant, il a gagné 52 ans de longévité comme les autres, même s'il y a des conditions un petit peu particulières. Et donc il va bien falloir penser son avenir de façon particulière, et comme on l'évoquait tout à l'heure, il nous survivra. Et il va falloir organiser des choses au-delà de nous-mêmes dans le temps. Et ça, c'est vraiment une question importante et nouvelle à laquelle il faut vraiment se confronter. Et je pense qu'on aura d'autres exemples par la suite. On peut dire donc que ce genre de patients ces patients-là, comme le reste de la population française, vont voir apparaître les maladies cardiovasculaires dans 75% des cas, des atteintes sensorielles et auditives et visuelles, voilà, qu'il nous faut apprendre à reconnaître, et qu'il faudra nous apprendre à reconnaître à travers le comportement qui change de ces personnes, et les enjeux comportementaux. Tout ça va donner du travail. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est des éléments qu'il nous faut prendre en compte. Les atteintes musculo-squelettiques, les scolioses, tout ça vont évoluer pendant 50, 60 ans. Tout ça, c'est un peu nouveau pour tout le monde. Et on va voir apparaître aussi, comme dans le reste de la population, des maladies dégénératives. Je pense à l'apparition des troubles cognitifs, je pense aux maladies de Parkinson, je pense à la maladie d'Alzheimer. Enfin bon, on ne peut pas faire une liste très précise. Et on va voir aussi apparaître les cancers, comme chez les autres. Et tout ça, ça va nous donner un cadre de travail dont il va bien falloir tenir compte à un moment donné. Mais rappelez-vous, 52 ans de longévité supplémentaire, comme la population normale. On peut donc dire que le vieillissement se place sous le règne de la polypathologie. Alors polypathologie, ça veut dire quoi?
Eh bien, vous savez que notre corps est formé de plusieurs organes. Eh bien, chaque organe va pouvoir avoir sa propre pathologie. Et c'est là où intervient le vieillissement différentiel, puisque parfois, un organe ou la pathologie d'un organe va prendre le dessus sur les autres. On peut avoir un handicap mental et être déficient visuel. Voilà, c'est la pathologie, c'est le vieillissement. Le vieillissement différentiel fait qu'on sera soumis au vieillissement du cerveau, mais il y aura aussi d'autres événements qui risquent de se produire. Il y a quelques cas de vieillissement précoce, dont il faut avoir notion. En cas de présence de 3 chromosomes 21 en particulier, on sait que, même s'il n'y a pas de chiffre très très précis, il peut y avoir un vieillissement précoce. C'est vrai que des fois, vers l'âge de 50 ans, on les a, ça ne va plus. Ils sont fatigués, voilà, on pourra en reparler, mais moi j'en avais vu en consultation qui disait, allez tous les jours à l'ESAT, ils sont fatigués. Mais il faut imaginer que c'est l'équivalent de personnes de 80 ans. Hein, et que ce n'est pas du caprice, ce n'est pas quelqu'un à qui on va pouvoir s'en tirer en disant allez, faites preuve de volonté. Non, c'est pas comme ça que ça. Et pourtant, il n'y a pas de pathologie particulière. Hein, c'est fatigué. Je me souviens d'avoir discuté longuement avec un résident il était médaillé du travail et j'essayais de lui expliquer que c'est bien, il avait mérité sa retraite, il n'avait pas de honte à essayer de ralentir son activité de ce côté-là et c'était à nous de l'accompagner. Il n'était pas malade, il n'avait pas de pathologie particulière. Voilà. Aussi dans les syndromes d'arriération mentale profonde, quand il y a infirmité motrice cérébrale, handicap mental grave, comme on peut en voir dans certaines masses, et avec de l'épilepsie, avec des pathologies de ce genre, et bien effectivement, la longévité peut être atteinte chez ces personnes. Et puis bien sûr, on reviendra dessus plus longuement, les infections sensorielles surajoutées et organiques surajoutées vont avoir un impact précis. Madame Rétoré, une fois encore, dans le cadre d'Intellicure, a travaillé avec le docteur Sadger sur la notion des cancers chez ce type de patients et monter des banques de données qui sont très intéressantes à consulter, bien sûr, pour les médecins et les équipes, pour essayer de trouver les meilleurs traitements qui marchent chez certains patients, en sachant qu'il y a des recherches en cours à l'heure actuelle pour essayer de voir quels sont les gènes favorisant certaines maladies ou les gènes protégeant certaines maladies. Là, il y a des travaux très intéressants qui sont en cours. En ce qui concerne l'évolution des maladies mentales, ça je me réfère aux travaux du docteur Gabaye, qui disait que de façon générale, ces maladies s'érodent un peu, sont moins intenses, c'est-à-dire sont moins violentes, qu'elles prennent souvent un masque pseudo-dépressif ou démentiel, ce qui fait que ce diagnostic de démence peut être porté par excès. Il faut dire que c'est très difficile de faire ce genre de diagnostic chez ces patients qui ont à la fois des difficultés de communication et des difficultés de troubles cognitifs qui peuvent dater du temps. Un des points importants, c'est d'essayer d'évaluer une conduite à tenir en cas de changement de comportement, puisque c'est souvent notre seul repère. Et il faut donc rechercher à ce moment-là une inadéquation dans les prises en charge. J'ai évoqué tout à l'heure le droit à la retraite de certains résidents qui le recherchent. Rechercher une surstimulation. Hein, c'est-à-dire que là, ils souffrent plutôt du poids de nos attentes qui peuvent être excessifs et qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas nous faire part. Du fait que peut-être on en demande trop. Ou d'un rythme de vie inadapté, des éléments de santé avec atteinte de l'intégrité corporelle, je l'ai évoqué tout à l'heure, des déficiences auditives et visuelles. Vous imaginez facilement qu'un enfant, enfin un adulte autiste, qui a besoin de contrôler l'environnement par sa vision périphérique du regard, le jour où il est atteint d'une cataracte, il faut qu'il change de système et c'est très compliqué pour lui de s'adapter. Hein. Donc il y aura vraiment son comportement peut changer. Et puis aussi tout changement dans l'entourage du résident. Alors, ça paraît un petit peu curieux quand on dit ça, mais on voit très souvent. Je me souviens un jour en consultation d'un résident qui est arrivé très déprimé.
La façon dont il était déprimé, c'est que tout simplement, il n'avait plus d'activité, il ne souriait plus, il maigrissait. Hein. Il n'avait pas de discours dépressif au sens habituel du mot. Et ce résident, finalement, il est apparu, qui s'enfermait longtemps dans les WC et qui y criait. Voilà. On a réussi à comprendre par l'entourage que son père avait pris sa retraite. Sa mère était morte il y a quelque temps. Lui, le papa, avait pris sa retraite et donc avait changé de domicile. Il n'était pas venu depuis 3 mois. Eh bien, le jour où on a eu l'idée de dire à ce garçon, tiens, viens, on va téléphoner à ton père, il a crié. Mais cette fois, c'était de joie et il a repris son alimentation normale. Donc, vous voyez, je pense que les résidents sont extrêmement sensibles à tout ce qu'il y a comme atmosphère autour d'eux. Santé des parents, événements importants, je connais un autre, il venait du Maghreb, et c'était il y a 2-3 ans, il faisait une promenade, puis à un moment donné, il ne voulait plus aller se promener, il était en sueur, il avait des crises de sueur, il rentre à la maison, enfin il rentre dans la masse, là où on était, et puis il était diabétique, alors on commençait à lui poser son insuline et tout ça, et puis à un moment donné, on a compris, regarder la télé, il disait c'est mon tour, il avait peur dès qu'il entendait un bruit qu'on lui tombe dessus, parce que c'était le moment des grèves en Algérie, Tunisie et ces pays-là, donc il dit ça y est, c'est mon tour, et il avait très peur, et il se mettait à tout prendre pour lui. Vous voyez, tout événement dans l'entourage peut avoir une importance, et c'est important, et c'est ce qui rend intéressant le travail. Hein. Il n'y a pas de trucs qui n'ont pas d'intérêt. Hein, on peut réfléchir à tout. Voilà. Alors, départ aussi à la retraite d'un moniteur. Pourquoi pas. Ce type-là, pour lequel il travaillait dans les Alpes depuis 30 ans, ben, voilà, lui, il s'en va. Il fait ça. Enfin, il n'y en a pas de verbalisation d'ailleurs. Des événements comme ça qu'il nous faudra rechercher pour la Coupe du Monde. Voilà. À propos du vieillissement, il y avait quelques recommandations qui étaient faites, dont je vais vous parler. La direction générale des recommandations médicales dans ce domaine-là sont dans le sens de la recherche d'un sur-handicap. Il y a un handicap mental, retard mental, mais il peut y avoir un sur-handicap qui va se mêler à tout ça. Et à ce niveau-là, rechercher une composante iatrogène, c'est-à-dire les médicaments qu'on donne. Bon, je suis médecin, je pense que les médicaments sont importants. Je pense que l'augmentation de la longévité est aussi grâce à l'arrivée des antibiotiques, des neuroleptiques et des antiépileptiques. Hein. On ne peut pas s'en passer. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir les mêmes médicaments toute sa vie et quelle que soit notre masse active. Pour 30 kg, on n'a peut-être pas les mêmes doses qu'à 84. Donc il faut réfléchir avec prudence. Je ne suis pas un partisan de l'arrêt des médicaments, hein, je dis bien, mais de l'ajustement et d'une réflexion pour les chutes et les antiépileptiques. Alors, vous savez que les épileptiques font souvent pendant la crise d'épilepsie, donc voilà, c'est comme ça. Et c'est pas parce que on fait des crises d'épilepsie qu'on a un mauvais traitement. Des fois, on ne peut pas faire mieux. On fait ce qu'on peut dans ce domaine-là, c'est bien. Mais les résidents ne sont pas très doués pour nous dire leur douleur. Et j'ai un exemple très, très vif d'un résident qui avait fait une crise d'incendie, il était parti à l'hôpital, il avait eu droit à un scanner parce qu'il s'était blessé la tête, il s'était cogné, et curieusement, le lundi, il ne mangeait pas bien. Mais il avait aussi une fracture du bras. Et il ne nous l'avait pas dit, et on n'avait pas su le repérer, et l'hôpital non plus. Je le dis sans honte, je crois que c'est important de bien observer, de faire ce qu'il faut contre une bonne idée. C'est important. Donc les conséquences des chutes d'épilepsie, c'est important. Les conditions de travail en ESAT, je pense que ça change aussi, mais c'est vrai que les règles fut un temps n'étaient pas toutes les règles du travail. La loi du travail n'était pas toujours respectée pour les choses de toxicité, les rythmes de travail, etc. Donc c'est intéressant à regarder. L'alimentation, vous évoquiez, Madame Vétoré, ces garçons qui, rentrant du travail à 5 heures, se mettent à table, ils vont se coucher. Là, c'est pas facile chez des gens qui n'ont pas envie, de point de vue dynamique, de marcher, de faire du sport. Voilà. Un des conseils que donnait Madame Vétoré, c'était plus de 20 minutes ou une demi-heure de marche par jour. C'est bien, c'est un minimum. Et c'est une fort bonne chose. Et des fois, ça aide à stabiliser les choses. Il faut en tenir compte.
L'isolement affectif et social, là, vous m'avez volé les mots. C'est vrai que les résidents de bon niveau intellectuel, ceux qui ont pu avoir un petit travail, qui ont un emploi de jardine et un emploi dans une municipalité, sont aussi ceux qui sont capables de percevoir la différence. Et ils en souffrent de l'isolement, des gens qui ne téléphonent pas, etc. C'est dans cette catégorie-là de résidents handicapés mentaux, je ne parle pas des schizophrènes ou de ces personnes-là, qu'on peut voir apparaître des attitudes suicidaires, des choses comme ça. Et il faut vraiment s'en occuper en compte. Hein, parce qu'ils se rendent compte, c'est dur, le monde est dur pour eux, comme pour nous aussi, mais peut-être spécialement pour eux. Rupture de cadre affectif émotionnel faisait aussi partie de ces recherches à évaluer dans le cas de surhandicap. Je voulais vous dire un petit mot sur le surhandicap douloureux. Je voulais dire simplement que nos résidents ne savent pas nous dire leurs sensations. Qu'elles soient émotionnelles ou douloureuses, c'est le même topo. Hein, les travaux ont été faits chez des enfants autistes qui ont montré, parce qu'on dit souvent les autistes ils ont pas mal, c'est pour ça qu'ils s'automutilent, c'est faux. Ils ont montré qu'ils avaient un seuil de douleur encore plus bas que les autres, ils sentaient plus que les autres, mais ils ne savaient pas quoi faire de la sensation. Ils ne savaient pas nous transmettre leur sensation. Je crois que c'est vraiment important. Ce matin, la maman d'un enfant que j'avais vu en consultation m'a dit, vous me reconnaissez, je suis la mère du loup-garou. Et je trouve que c'est une très très belle histoire. C'était une personne donc, qui venait parce que son enfant n'allait pas bien, parlait du loup-garou sans arrêt, et donc l'idée d'une consultation psychiatrique apparaissait de façon logique. Et puis bon, on abat le questionnaire que je suis en train d'évoquer avec vous là maintenant, et la personne finalement avait des cailloux dans la vésicule qui lui faisaient mal. Elle avait une gastrite avec un hélicobacter pylori. Et puis une fois que ce travail, donc des douleurs d'estomac, voilà, qui ont pu être soignées, puis après il a fallu s'occuper des yeux, etc. Et bien maintenant il n'y a plus de loup-garou. Et on n'a pas eu besoin de psychologue. Mais vous voyez que l'expression douloureuse, c'est ça qui m'intéresse là, est vraiment quelque chose de déroutant. Il faut faire des preuves. Enfin, l'entourage le sait. On a besoin d'apprendre à s'écouter à ce niveau-là. Mais c'est pas facile. Quand on n'a pas les signes cliniques classiques. Là, je parle en tant que médecin. C'est pas facile, il faut s'accrocher, mais c'est intéressant. Voilà. C'est à ce propos-là que le professeur Pélissier, à propos de la douleur, disait qu'on ne sait rien de la douleur de l'autre que la souffrance qu'il nous communique. Et je trouve que c'est important parce que nous, on est à côté de résidents qui souffrent. Est-ce que c'est de la douleur ou est-ce que c'est une souffrance morale? Comment on va aborder le truc? Malheureusement, ou bien heureusement, il faut aborder les deux à la fois. Hein, et on aura besoin, c'est ce que j'ai essayé de marquer là, de grilles d'évaluation non verbale de la douleur, pas en institution, mais surtout les études d'institution, non verbale de la douleur, c'est-à-dire d'étudier le comportement pour voir quels sont les déclencheurs, comment on va essayer de travailler ces questions-là. Voilà. Alors il y a des cliniques de l'Opus en Salvador, de l'Opus ça émane de la gériatrie, San Salvador, ça émane de l'hôpital de San Salvador, les handicapés mentaux, mais c'est vraiment des trucs qu'on peut travailler en équipe ou en groupe, hein, à plusieurs, il faut se mettre à plusieurs, pour essayer de voir justement est-ce que ce comportement douloureux est vraiment un comportement douloureux ou est-ce que c'est une surstimulation. Je donne un exemple à propos de la toilette qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Cri à la toilette. On a réalisé en remplissant cette grille que ça ne se produisait que quand on mettait la pomme de douche. C'est encore une histoire de douche. C'était la violence du jet qui faisait crier. Un peu comme, vous savez, quand on douche un enfant, il fait presque une apnée au moment où on l'arrose. Ben voilà, ben lui il criait. Et voilà, on se retrouve, alors on a résolu, enfin on a mis un gant de toilette sur la pomme de douche. Voilà. Une fois qu'on avait énoncé le truc, on rentrait dans une logique, je dirais sensorielle, simple, abordable. Simplement, c'était une observation intéressante. Voilà. Donc la douleur, je pense que c'est important. Voilà.
Je vous ai mis l'exemple de la dame qui a une BMD, ça donne une idée de la douleur morale. C'est un peu effrayant comme histoire, ça m'a empêché de dormir un certain temps. C'est une psychiatre qui, pour me faire comprendre ce qu'était la douleur morale, me disait qu'elle avait eu une dame qui avait une psychose maniaco-dépressive, qui avait mis dans un état dépressif grave ses deux mains dans un bras zéro. Cramé, plus de main. Et quand on lui a demandé, parce qu'elle allait mieux après, pourquoi elle avait fait ça, elle me dit c'est pour me soulager. Vous voyez que ça donne le vertige. Alors on ne peut pas dire ils ne souffrent pas. On ne peut pas dire ils n'ont pas mal. Hein, ils ne sentent pas la douleur. Non, ça on ne peut pas dire. Mais on va essayer de s'en occuper avec nos moyens en fonction de ce qu'on comprend et de le travailler ensemble avec nos collègues. Recherche d'un surhandicap sensoriel, bon, je ne vais pas être long là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup à en dire, mais je voudrais simplement dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas de lunettes qu'on n'a pas besoin d'aller chez l'ophtalmo. En résumé, c'est ça. On peut très bien avoir à un certain âge une cataracte. Je vous évoquais tout à l'heure l'autiste qui a besoin de contrôler son environnement par sa vision périphérique, ben ouais. Il va bien falloir, il n'y a pas de lunettes, savoir s'il a une cataracte ou pas, parce que sans ça, je ne sais pas comment il va faire, mais ça peut changer son comportement, et voilà, il ne sera pas mieux. Pareil, la presbytie. Alors c'est idiot, la presbytie, ça fait partie du vieillissement normal. Vous savez qu'après 40, 45 ans, on a les bras trop courts pour lire. Voilà, c'est la presbytie, on ne s'est plus accommodé, voilà. Bon, eh bien, au fait, pour qu'ils mangent, pour qu'ils attrapent leurs lentilles dans l'assiette, ils ont leurs lunettes à table. Comment ils se débrouillent avec leur vision de près? Si on veut qu'ils soient actifs à l'atelier, ils ont leurs lunettes. Comment ça se passe par rapport à ça? Bon, c'est pas si simple que ça. Si on est myope, on n'a pas besoin de lunettes de presbytie. Enfin bon, posons la question à un ophtalmo, demandons lui quand est-ce qu'il a besoin. Mais si je l'envoie à un atelier, ce serait mieux qu'il ait ses lunettes s'il en a besoin et qu'on en ait la notion. Vous voyez que c'est des choses simples, hein, mais quand même on peut fabriquer un enfer là, avec ces exigences-là. Le glaucome, bon, certains médicaments, tu vois, donnent de l'hypertension intraoculaire. Alors, ça se soigne, c'est très bien, mais il faut mettre des gouttes tous les jours. On met les gouttes à quelqu'un qui ferme l'œil chaque fois qu'on approche. Hein, c'est un vrai travail, il y a un vrai savoir-faire à développer. On peut très bien le faire sans lui faire mal, il y a des techniques. Je vous la donne tout de suite, il suffit de mettre la tête en arrière, on ne met pas le truc dans l'œil, on le met dans le cul-de-sac qu'on a créé. Et on lui demande d'ouvrir l'œil, et puis la goutte y va. Et ça, parce que sans ça, si on lui a fait mal, il n'y a pas plus énervé qu'un œil. Si on lui a fait mal avec la goutte, il ne voudra plus ouvrir l'œil. Il ne pourra jamais soigner. Vous voyez, les trisomiques donc, ont un taux beaucoup plus important de surdité, de troubles visuels que les autres, et puis les handicapés de façon générale. Donc, raison de plus pour s'en occuper. Pareil pour les IMC, les déficients intellectuels. Bon, il y a des travaux là-dessus, hein, je passe les détails. Mais ça vaut la peine d'apprendre à connaître les modifications de comportement induites par une carence sensorielle. Là, il y a du travail à faire. Je prends un exemple. Si quelqu'un vous touche par derrière, dans le métro, sans que vous l'ayez autorisé, en général, on se retourne et on maîtrise une réaction d'agressivité. Enfin, genre, enfin, quelque chose. Bon, ben voilà. Qu'est-ce qui va se faire? Et ça, on est normaux par rapport à ça. Voilà, comment il va faire, lui? Voilà. Vous voyez bien que le comportement va changer, donc il y a toute une direction de travail là, intéressante à voir. Voilà, alors je vous ai mis là, je vais aller très très vite parce que je ne veux pas vous imposer ça, mais quand on suit un handicapé, j'ai pris l'exemple de la trisomie, ben, il va falloir surveiller la cardiologie, s'il y avait des valvulopathies, tout ça, la neurologie, l'épilepsie, la psychiatrie. En gros, il n'y a pas de raison d'arrêter un suivi qui existait déjà avant, par facilité. Hein, il faut demander vraiment, avoir confiance dans le sujet, tous les combien vous voulez le voir. Et puis on va essayer de s'y accrocher. Mais c'est vraiment systématique. Systématique, il faut y penser, c'est pas lui qui va demander. Voilà, c'est là où j'avais évoqué les problèmes gastro-entérologiques qu'on évoque toujours en consultation, hernie hiatale, hélicobactère pylori, reflux gastro-œsophagien, toutes ces choses-là, enfin il y a tout unis, d'ailleurs vous avez le listing si vous le voulez. La recherche du syndrome des apnées du sommeil. Avec la gynécologie, bien sûr, on va évoquer la contraception et un suivi gynécologique. Il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le faire, sauf peut-être qu'on est handicapé mental. Hein. Les hommes trisomiques auront plus facilement des
tumeur testiculaire, c'est pas si rare que ça, donc voilà, il faut aller examiner de temps en temps si c'est pas un peu augmenté de volume, c'est pas très compliqué, mais il faut le faire. Voilà. Et puis devant tout changement de comportement, on recherchera, y a-t-il eu une perte d'un objet d'attachement? Y a-t-il réactivation de la pathologie antérieure, psychiatrique par exemple, problème organique ou d'inflammation, et puis les examens de base non envahissants, échographie abdominale et mammaire, EPBU, et puis recherche systématique de troubles de la thyroïde, de maladies cœliaques et des leucopathies. Voilà, je vais très très vite, mais bon, c'est un peu un travail là-dessus. Non, pas trop vite. Je vais trop vite. Non, non, Bon, on reviendra dessus. n'allez pas. Bon. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est deux exemples de polypathologie ou de travail que moi j'ai bien aimé parce qu'ils m'ont appris beaucoup de choses avec eux. Voilà, Emmanuel avait une trisomie 21, il avait 48 ans et je travaillais alors dans un SSR, c'est-à-dire un service de rééducation post-hôpital qui avait comme objectif de remettre en piste des personnes qui venaient d'être opérées, âgées qui venaient d'être opérées. Lui avait 48 ans, bon, c'était glissé là-dedans, ce qui n'était pas idiot d'ailleurs. Mais le problème, c'est que j'ai été appelé par l'aide-soignante, la seule qui avait osé l'approcher parce qu'il criait tout le temps, parce que là, il avait tenté de l'étrangler. Et il avait fallu desserrer ses mains, on voyait des traces de griffes autour du cou de la petite fille, qui vraiment était très émue, parce que je rappelle, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil et de compétent. D'ailleurs, après, elle a bien pris le poil de l'air. Emmanuel était donc arrivé dans le service pour fracture du col du fémur. Il avait été opéré 5 jours avant. Évidemment, au réveil, ça s'était mal passé, mais sans doute, il n'avait pas dit. Et donc, il s'était agité. Comme il était agité, on l'avait attaché. Et comme on l'avait attaché, on ne pouvait pas lui donner à manger, donc on l'avait piqué pour le perfuser. Vous imaginez la suite. Et vite, au bout de 5 jours, il envoie une. C'était chez lui. Alors, qu'est-ce qui se passait? On peut dire simplement qu'à l'examen, il avait mal à la hanche, qu'il avait un début d'escarpe, puisqu'il était toujours dans son lit, qu'il était météorisé parce qu'il était constipé, ça c'est pas très étonnant, mais ça fait mal au ventre, évidemment, ça fait 5 jours que ça n'allait pas. Et puis si on continuait dans l'examen systématique, on voyait qu'il avait des grands bouchons dans les oreilles, donc il n'avait aucune possibilité d'entendre ce qu'on lui disait, que ses pupilles étaient laiteuses, c'est-à-dire qu'il avait, quand on regardait ses yeux, c'était blanc. Et bien on voyait qu'il avait une cataracte, c'est la cataracte qu'on voit, donc il n'y voyait rien non plus. Et puis quand j'ai tenté de m'approcher, comme les autres, il a tout de suite essayé de m'attaquer en portant les mains à mon cou. Voilà. On a noté à ce moment-là qu'il avait ce qu'on appelle un grasping, c'est-à-dire que si on lui mettait quelque chose dans la main, il serrait. Et puis il ne pouvait pas lâcher. Ça, c'est neurologique. Voilà. Et puis qu'il avait un langage verbal très déstructuré, il disait en gros, et il criait. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? C'est tout simplement qu'il avait mal, qu'il avait été attaché, qu'il était un petit peu confus, comme le sont souvent les gens à la sortie d'une anesthésie, de choses comme ça. Il ne savait pas où il était, ce qu'il faisait, bon, il ne comprenait rien, donc il s'agitait. Ce qui n'est pas extraordinaire chez ce type de patient. Mais il ne voit pas, il n'entend pas, et très vite, il se sent agressé. Je vous parlais de l'importance de la sémiologie sensorielle chez ce type de patient, mais c'est vrai que la vision et l'audition, ça nous sert à ça. Repérer la régie des dangers, repérer ce qui se passe autour. Si on est privé de ça, on s'affole, ça part dans tous les sens. Et donc, il attaquait, mais en fait, il se défendait parce qu'il se sentait menacé. Et je pense que c'est ça, le début du raisonnement. Comme le dit Boris Cyrulnik dans les nourritures affectives, qui est un bouquin que je vous conseille de lire, ce sont nos sens qui donnent sens. Si on est privé de sensorialité, on ne peut pas interpréter ce qui se passe autour de nous. Voilà. Et donc, on s'était forcé de créer simplement une approche basée sur la sensorialité, mais toute simple, hein. Attention. Donc, le protocole, puisqu'il y avait peur à l'approche, eh bien, c'est qu'on a dit qu'on allait prendre 3 secondes avant de le toucher pour qu'il sente notre présence. D'accord? En se servant de ce qui marche. Ce qui marchait là, en l'occurrence, puisqu'il ne voyait pas et qu'il n'entendait pas, c'était la sensation cutanée. Et bien, on a approché notre main de sa main, il a senti la chaleur, il a attrapé la main. Et à ce moment-là, il n'a pas attrapé pour la griffer, il a attrapé pour la tenir, parce qu'il avait quelqu'un qui lui donnait la main. Hein? Vous voyez, c'est les nourritures affectives de Cyrulnik, c'est pas de la blague.
et c'est très efficace. Donc, ça, c'était le premier temps. Il voit mal, il entend mal, on va faire attention à la façon d'approcher. Et on va mettre au point une prise en charge non verbale. Bon, je dit, on ne va pas causer, quoi. C'est pas la peine, de toute façon, il n'entend pas. Hein. Voilà, et on n'en a pas besoin, en fait. Et c'est bien plus efficace que de venir le voir et dire, ça va pas, dis-moi, raconte-moi. Le pauvre, il ne doit pas nous raconter quoi que ce soit. Voilà. Et puis, on va lui donner un objet évocateur. Alors, c'est très compliqué comme expression, mais ça veut dire lui donner un gant de toilette pour qu'il comprenne qu'on va lui faire sa toilette. Et que c'est de la pointe, hein. Vraiment, non mais c'est ce genre de truc, c'est extrêmement simple, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin. On va travailler à la base, quoi, voilà. Et on va appliquer ces principes-là pour toute la prise en charge de toute la journée. Voilà. En 2 jours, on a eu la surprise de voir que ce résident devenait la mascotte du service. Hein. Tout le monde l'aimait bien, il était gentil comme tout, il n'avait plus peur. On l'a pris par le bras, on l'a entouré, il s'est levé, il est venu se promener avec nous, puis on a fait la rééducation à la marche comme ça. Voilà. C'est le kiné était tout content, enfin ça s'est bien passé. Donc je vous dis ça parce que la carence visuelle, la carence sensorielle induit l'angoisse. L'angoisse, c'est une peur sans objet. On crie, on se défend, on réagit instinctivement. Le mode de communication doit obligatoirement être adapté à la carence sensorielle. À nous de réfléchir à la façon de dire bonjour. La façon de dire bonjour, c'est culturellement extrêmement marqué. On ne dit pas bonjour pareil en Asie, en France, hein, on n'a qu'à se référer à l'endroit. Et puis l'effet extrêmement puissant du langage non verbal. Cela n'empêche pas que dans le cas du vieillissement précoce, chez certains résidents trisomiques, il peut y avoir aussi l'apparition de troubles cognitifs qui vont rendre encore plus important des inquiétudes de ce genre. Je vais simplement prendre un exemple. Si jamais il y avait une aphasie qui se mêlait, si jamais la personne perdait le contrôle des paroles, pourquoi lui parler? Est-ce qu'on leur demande à un cul-de-jatte de marcher? Non. On va jouer de la prosodie, on va venir, c'est bien, ça va, d'accord, bien, on y va, c'est tout. On n'est pas obligé de lui demander pourquoi et d'attendre son explication. Et là, on a toute une voie de prise en charge qui peut nous être utile. Voilà, donc on va s'intéresser à la capacité de langage de façon très, très rapide. Vous savez, c'est simple, là on montre un stylo, il peut dire ce que c'est ou pas. Voilà, on trouve le mot ou pas, c'est le truc usuel, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour ça. De la capacité de reconnaissance des objets, la capacité d'analyse, vous voyez, c'est ce genre de choses, et aussi de la capacité de la conduite, de la capacité à conduire l'action, peut-être dans les cas un peu plus précoces. C'est pour ça que je vous ai raconté l'histoire de Cynthia et j'en arrêterai avec des exemples cliniques. Cynthia avait aussi 48 ans, trisomique, et elle a été retrouvée en larmes entre le lieu de vie et l'atelier. Au milieu, il y avait un petit chemin, il fallait prendre un petit chemin et aller de l'un à l'autre. Il était 9h30 du matin et on la trouve là en larmes au milieu. Le moniteur vient la voir, dit Cynthia, ça va pas? Non, non, ça va pas. T'as mal? Ouais, ouais. T'as mal où? Au dos. Ben, c'est normal, Cynthia, elle avait aussi une scoliose qui avait été opérée et on lui avait mis une barre dans le dos pour la redresser. Donc, elle a toujours du mal au dos, elle nous dit qu'elle a mal au dos. On fait des radios, la barre est cassée. On dit, bah oui, elle a mal au dos, on donne les antalgiques, on continue. Le lendemain, même chose, le surlendemain, 15 jours après, même chose. Et puis finalement, la semaine suivante, elle avait mal au ventre, on a pensé qu'elle était constipée, on donne les médicaments, la plainte continue, et puis elle avait mal aux jambes, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on ait l'idée de se dire qu'on se mettait à interpréter ça en termes intentionnels. Elle pleurait parce qu'elle avait mal. Bon. Mais il y a d'autres raisons. Elle pouvait avoir mal parce qu'elle avait une douleur invalidante et peut-être qu'elle ne voulait pas aller en atelier, mais on ne cherchait rien avec ça. Et on a eu l'idée que peut-être elle avait perdu le fil conducteur de l'action. C'est-à-dire quand elle se rendait de la maison à son atelier, à un moment, parce qu'un petit oiseau était passé, je crois d'ailleurs qu'il y a de grandes chances que ce soit ça qui soit survenu, hop, elle avait perdu le fil conducteur de l'action. Elle ne savait plus où elle allait. Elle s'arrêtait en pleurant. Le reste se construisait par nos questions, compte tenu de ces difficultés de langage. Alors, quand on a eu cette hypothèse-là, perte du fil conducteur chez une personne qui risque d'avoir des débuts de troubles cognitifs, après on a vu qu'il y avait plein de résidents qui ont ça sans avoir, qui n'ont jamais atteint un niveau
qui leur permettait de maîtriser ça. Mais c'est un autre sujet. Donc, on s'est dit que notre rôle devenait, à nous, accompagnateurs, d'être le fil conducteur. C'est-à-dire de l'emmener à l'atelier en l'accompagnant. Et puis de la déposer là-bas, parce que là-bas, elle se débrouillait très très bien l'atelier. Ce qu'on a fait, et elle n'a plus de plaintes douloureuses. Et on n'a plus besoin des antalgiques. Donc elle avait un trouble de la conduite de l'action, avec, on dirait un trouble des fonctions exécutives, c'est très compliqué, mais enfin, en fait c'est simple. Voilà. Et puis des difficultés à nous dire. Voilà. Un autre point très important, je crois, à reconnaître chez ce genre de patients, c'est ce que j'appellerais les réactions adversives. C'est-à-dire des réactions d'opposition qui vont aller croissantes quand on sollicite une personne pour l'action et que ça ne marche pas. Parce que dans les milieux éducatifs, j'en ai une habitude, on est quand même des sacrés persécuteurs, on est très exigeants. On veut, quand on dit quelque chose à quelqu'un, qu'il le fasse. Et puis des fois, il ne le fait pas. Alors, je vais vous décrire la réaction adversive en 4 temps qui émane de difficultés cognitives. Soit que la personne a des problèmes d'attention, n'arrive pas à comprendre les consignes, entend mal ou ne comprend pas ce qu'on lui dit parce qu'elle a un problème de langage. Dans un premier temps, on a l'impression qu'elle n'entend pas. Alors c'est vrai, il faut retirer les bouchons dans les oreilles. C'est vrai qu'il faut aller chez l'ORL pour savoir si elle est sourde, mais ça ne suffit pas. Le deuxième temps, c'est une phrase d'évitement qu'on peut entendre. C'est-à-dire que quand on lui dit « viens à table », on peut entendre « j'ai pas faim ». Si on lui dit « viens te laver », je suis pas sale. Vous voyez, il y a une espèce de phrase automatique d'annulation qui se met en place, qu'on connaît bien dans les milieux éducatifs, et dans, je pense, les familles, qui vient annuler notre suggestion. Voilà. C'est aussi parfois là que la personne va utiliser la douleur de toujours, comme Cynthia, qui avait mal au dos. Elle a toujours eu mal au dos. Quand elle disait qu'elle avait mal au dos, on lui foutait la paix. Pas de problème. Si on lui demande un truc, elle nous sort sa phrase. Classique. Il y a d'autres exemples, mais j'insiste pas. Après, très souvent, si on n'a pas compris que c'est ça qui est en jeu, on va la prendre par la main, la personne, et on va tirer. Et là, elle va avoir la réaction adversive typique, elle tire dans l'autre sens, exactement la direction opposée. En général, ça finit par un sitting. Ça finit assis par terre. Voilà. Et si on n'a toujours pas compris, la personne se sent menacée et se défend. Et là, on dit, docteur, il est agressif. Voilà. Je crois que c'est important de le connaître, ça, parce que c'est directement le résultat de notre attitude pour solliciter. Et je crois que c'est important, et ça fait partie de ces trucs qui peuvent apparaître dans le cadre des changements de comportement et qu'il est intéressant de décoder. Voilà, alors pour conclure ces exemples, donc, en gériatrie, on a l'habitude de dire que le vieillissement n'explique jamais rien. Et c'est vrai que je ne vous ai pas parlé beaucoup là du vieillissement en soi. Je crois qu'il faut gratter derrière une pathologie. En étant systématique, y a-t-il un problème organique, y a-t-il un problème sensoriel, y a-t-il un problème cognitif, y a-t-il, enfin bref, le comportement a changé, je vous ai donné le truc, je ne vais pas recommencer maintenant. Si, facile, j'ai marqué, bon. Donc, y a-t-il eu des changements dans l'entourage, y a-t-il des problèmes organiques, y a-t-il des problèmes sensoriels ou cognitifs? Ça vaut la peine de chercher, voilà. Et puis surtout, ajustement de demande. Réfléchissons à la façon dont on a sollicité l'action quand on n'obtient pas ce qu'on veut. Ça, je pense que c'est important. Voilà, je voudrais... Continuer. Ben ouais, j'ai un troisième point à aborder, ça très bien. Allez-y. À propos de la stabilité des prises en charge dans le temps. Alors, je vous disais, Madame Rétoré, que j'étais très touché ce matin que vous parliez de la tendresse ferme dont j'ai bénéficié et dont je pense que tout accompagnateur a besoin. Parce que c'est terrible d'assister à la souffrance de quelqu'un. Ça nous fait réagir. Hein? Ça nous fait réagir, on voudrait que ça cesse, et souvent on rentre là, je dirais, dans un regard moral. Je vais vous donner un exemple qu'on avait vécu quand on a ouvert une maison Alzheimer dans une maison de retraite où j'étais. On avait une personne âgée, pas du tout handicapée, qui avait une vie normale, mais enfin bon, qui avait une maladie d'Alzheimer. Et alors elle, la phrase qu'elle disait, quand elle était dans le salon, et qu'elle voyait quelqu'un passer, c'était « Venez à mon secours, j'ai envie de faire pipi ». Je ne vous dis pas l'effet dévastateur de cette phrase. Le visiteur, soumis à un regard moral, trouvait qu'il était inadmissible de ne pas répondre à cette demande par solidarité humaine. Et c'est vrai.
Le soignant, lui, confronté à un regard technique, savait que ça ne servait à rien de répondre à la demande de cette dame parce qu'on l'avait accompagnée au lycée il y a, enfin, comme ça devait se faire. On avait mis des protections et même on se battait, c'était pas juste, pour qu'elle ait le droit dans le grand salon de Madame Jeanne-Bosse, parce que c'était à la Fondation Jeanne-Bosse, donc un salon historique, prestigieux, parce que les incontinents n'y étaient pas admis, parce qu'ils risquaient d'abîmer les fauteuils. Donc on s'était battu pour faire changer les fauteuils et pour que tout le monde puisse y aller. Et pan. Et donc la personne, le visiteur, venait et disait « Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne faites rien ?» Il était évident pour le regard du visiteur dans son registre moral qu'on devait y aller et que la plainte allait cesser. Voilà. Malheureusement, ça ne marchait pas comme ça. Voilà. Regard moral, regard technique. Et c'est vrai que ça nous a aidé à essayer à créer un lieu après, parce qu'il était peut-être de notre responsabilité, à nous soignants, de ne pas laisser exposer cette personne à un comportement indigne et qui l'a dégradé aux yeux des autres. C'était notre boulot. Alors, est-ce qu'on peut lui approcher? C'est très compliqué, on a le conseil d'administration sur l'eau, ça a été très compliqué comme affaire, mais finalement on a créé un lieu pour ces patients qui risquaient d'avoir une attitude qui les dégradait au regard des autres et pour ne pas devoir leur mettre en permanence la pression pour les obliger à rester habillés alors que des fois, c'est pas ce qu'ils voulaient faire. Vous voyez, c'est compliqué. On a décidé de créer un lieu et on a su pourquoi on le faisait, on a su argumenter, on a appris. Il fallait protéger leur image, ça faisait aussi partie de notre vie. Alors, je pense que le souci majeur des soignants en matière d'accompagnement, et je vous englobe en tant que famille dans ce souci d'accompagnement, c'est un souci de continuité. Et c'est pour ça que j'aime bien cette définition du vieillissement de Ploton. Ploton, c'est un gériatre, un psychogériatre qui nous dit que vieillir, c'est faire le deuil d'une image de soi pour en investir une autre tout en restant soi-même. C'est une jolie phrase et je pense que c'est tout un programme de travail. Je l'aime beaucoup parce que ça évoque le travail de deuil. Alors pourquoi j'aime le travail de deuil ou cette notion de travail de deuil? C'est parce que quand on travaille cette histoire de travail de deuil, donc typiquement c'est la réaction d'un individu face à une mauvaise nouvelle qui se défend, qui s'habitue à cette nouvelle donnée, par exemple la mort d'un conjoint. Il y a plusieurs phases. Dans les phases importantes, des fois il y a une phase de colère. La personne dit pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi c'est arrivé à elle, etc. Des phases de déni, très paradoxales, où la personne, dans sa difficulté à dire, va dire le contraire de ce qui se passe. Hein? Mais, comme un enfant dirait, j'ai pas peur, moi. Hein? C'est une phrase de défense, il est en train de s'habituer, de cheminer là-dessus. Et des phases de dépression. Vous voyez, des phrases dans le travail de deuil qui nous apprennent que on a besoin de répéter, on a besoin de dire, on a besoin de réexprimer des choses sur le ton de la colère, sur le ton de l'ambivalence, sur le ton de ça, pour progresser, jusqu'à ce qu'on en arrive à l'acceptation. Alors cette phrase je pense, renvoie bien à la notion de continuité et d'adaptation qui est centrale dans le travail de deuil et le travail de vieillir, parce que je pense que ça définit bien le travail de vieillir auquel tout un chacun est soumis quand il doit apprendre à vivre avec ces petites misères liées à l'âge. Ce n'est pas réservé aux handicapés, mais les handicapés y ont droit. Un des exemples que je prenais souvent, c'est celui de l'incontinence urinaire. Combien d'années met un enfant à apprendre la continence? Combien de temps donne-t-on à une personne âgée pour s'habituer à l'état d'incontinence? C'est raide, hein, quand on fait des constats comme ça. On se dit qu'on n'est pas tolérant. Bon, voilà. Eh bien, il faut du temps, il faut de la répétition. Il y a plein de contresens avec l'entourage. Tout le monde réagit à ce qui se passe. Parce qu'un travail de deuil, il n'y a jamais qu'une seule personne qui le fait, mais il y a tout son entourage qui le fait aussi. Hein? C'est un peu comme une onde de choc, quand on lance un caillou dans l'eau, pourquoi il y a une onde de choc qui part, et puis il y a tout chose. Le groupe soignant, le groupe familial, tout le monde y a droit. Hein? Voilà. Et je pense que c'est important de bien s'en rappeler, donc de cette notion de travail de deuil.
Dans le cadre du travail de notre vie d'accompagnement tout au long de la vie d'un résident, on aura à la fois des rôles de stimulation dans les phases où il faut favoriser les apprentissages. C'est pour ça que certains handicapés arrivent à avoir, parce que la famille s'est accrochée, à bien stimuler, à avoir un boulot, travailler dans une mairie, des choses comme ça, parce qu'on s'est accroché, ça fait partie du... Voilà. Mais il faut aussi un rôle d'acceptation, où on va accepter les difficultés, avec des moments de régression et d'accentuation de la dépendance. J'insisterai un petit peu là-dessus. Quand quelqu'un ne va pas bien, souvent on régresse. Le docteur Gabaye disait par rapport à la régression, les équipes éducatives ne supportent jamais ça, parce qu'on a peur que ça ne s'arrête pas. Hein. Et pourtant, si la personne le peut, elle ne restera pas dans son état de régression. Donc une régression, ça s'accepte. D'ailleurs, on ne peut pas lutter contre une régression. Il faut accepter. Quand quelqu'un a besoin d'être coucouné, il a besoin d'être coucouné. Il faut lui donner. Et à ce moment-là, ce n'est pas le moment d'être stimulant et frustrant. C'est un autre moment. Voilà. Et puis, rôle de témoin aussi, accompagnant activement des moments de joie, bien sûr, et des moments difficiles. Vous en avez évoqué le permis de conduire du grand frère, la petite sœur qui passe le baccalauréat, et moi je n'aurai pas, je ne suis pas comme les autres, et je dois encaisser ça. Et nous, on va en être témoin, on va essayer de l'accompagner par rapport à ça. Et puis des moments où on sera témoin aussi des séparations. Ce qui veut dire qu'il faut bien se rappeler aussi, et je vous le disais tout à l'heure, avec ces 52 ans de longévité supplémentaire, le résident, très probablement, nous survivra. Nous, on sera vieux, on ne sera plus là. Ben, il faut peut-être trouver une prise en charge qui va permettre, qui inclut ça au programme, sans le rendre pessimiste pour autant, mais qui ne le rende pas impossible. Si jamais on a échangé d'éternellement, moi j'ai vu un résident une fois, j'ai été admis à Personnage là où j'étais, qui disait « Moi je ne veux pas être avec les gogoles ». Ben, c'est foutu. Il faudra des années pour... Il a bien appris quelque part cette phrase. Je veux dire, quelque part, si on veut lui être utile, il faut être plus prudent, s'inscrire dans un long cours qui lui rend possible les évaluations.